Allez, un peu d'effort. On va voir les résumés et exercices concernant la reproduction sexuée et les lois statistiques. Donc, on commence par un résumé de la reproduction sexuée. La reproduction sexuée nécessite la présence de deux sexes différents de la même espèce. Deux sexes différents de la même espèce. Elle assure le maintien du nombre de chromosomes, la pérennité ainsi que la diversité génétique des individus de la même espèce et est assurée par deux mécanismes compensatoires, la méiose et la fécondation. La méiose qui se produit au cours de la gamétogenèse et permet la réduction chromatique grâce à deux divisions cellulaires successives, une division réductionnelle et une division équationnelle, pour donner 4 cellules haploïdes à n chromosomes qu'on a appelés gamètes. Lors de la fécondation, chaque gamète apporte n chromosomes d'origine paternelle ou maternelle et la karyogamie, c'est-à-dire la fusion des deux noyaux des gamètes, et la karyogamie restaure la diploïdie, passage de l'haploïdie à la diploïdie. Et la cellule œuf formée, qu'on appelle le zygote, se divise par mitose dans les heures qui suivent la fécondation pour donner un nouvel individu unique caractérisé par son phénotype. Vous voyez, on a des individus qui sont uniques, caractérisés par leur phénotype. La reproduction sexuée ne crée pas de nouveaux gènes, mais elle invente un nouveau programme génétique héréditaire en créant de nouvelles combinaisons de gènes par un double brassage inter- et intrachromosomique lors de la méiose et par le brassage des gamètes d'une façon aléatoire lors de la fécondation, ce qui garantit l'apparition de nouveaux phénotypes, de nouveaux individus à caractère morphologique et physiologique différents les uns des autres. Concernant le résumé des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Les caractères héréditaires se transmettent chez les diploïdes d'une génération à une autre, par le biais de la méiose et la fécondation. Ceci est soumis à des lois statistiques qui permettent de connaître le mode de transmission de ces caractères dans le cas du monohybridisme et du dihybridisme ou du trihybridisme. La génétique aux sciences de l'hérédité étudie et permet de prévoir la transmission des caractères entre individus de la même espèce de différentes générations. Alors, pour réussir les exercices de la génétique, il faut maîtriser le vocabulaire génétique, écrire correctement le génotype d'un organisme pour les caractères envisagés, déterminer correctement le mode de transmission des gènes, évaluer relativement la distance entre deux gènes liés sur un même chromosome et faire beaucoup d'exercices pour consolider vos acquis. On va voir chaque étape d'une façon indépendante et on commence par la première, maîtriser le vocabulaire génétique. Comme on l'a vu précédemment, chaque individu présente un certain nombre de caractères morphologiques ou physiologiques, dont la plupart sont héréditaires. Chaque caractère génétique est contrôlé par un gène qui occupe une place qu'on appelle locus sur le chromosome. Donc chaque gène a son locus. Un gène, c'est un fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis. Chaque gène se présente sous plusieurs formes appelées allèles. Et les allèles, donc, ce sont une version d'un gène donné qui peut varier d'un individu à un autre. Un génotype, c'est l'ensemble des allèles du ou des gènes étudiés. On le présente comme suit. A, enfin 2 slash, ce sont les chromosomes bien sûr, donc AA c'est le génotype. Le phénotype, ensemble des caractères résultant de l'expression du génotype. On représente le phénotype par la lettre du nom du caractère étudié entre deux crochets. Homozygote se dit d'un individu dont les cellules contiennent en double exemplaire le même allèle d'un gène donné, grand A, petit a. Hétérozygote, c'est lorsque les cellules contiennent deux allèles différents d'un même gène ou d'un gène donné, grand A, petit a. Et hybridation, c'est un croisement entre deux individus de même espèce ayant des génotypes ou des phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire. Monohybridisme, étude de transmission d'un seul caractère héréditaire entre générations.
alors que dihybridisme, c'est la transmission de 2 caractères. Trihybridisme, c'est l'étude de la transmission de 3 caractères héréditaires entre générations. On dit qu'il y a dominance lorsqu'un des 2 gènes a un effet prépondérant sur le phénotype et dit dominant alors que l'allèle dominé est dit récessif. Les lois de Mendel, il y en a 3. La première loi, c'est la loi d'uniformité des hybrides de la première génération F1. Lorsqu'on croise 2 souches de race pure avec 2 phénotypes différents, les individus de la génération F1 sont hybrides et semblables les uns aux autres, même phénotype et même génotype. La deuxième loi, ou la loi de la pureté des gamètes, loi de déjonction des allèles, les allèles d'un même couple se déjoignent lors de la formation des gamètes. Chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allèles, donc le gamète est toujours pur. On avait vu que les gamètes sont haploïdes, donc ils contiennent un seul chromosome, et un chromosome contient un seul locus pour un gène, donc un gamète ne contient seulement qu'un seul allèle. Cette deuxième loi est toujours applicable dans la génétique mendélienne. La troisième loi, loi de la séparation indépendante des allèles, au cours de la méiose, les 2 allèles du même gène se séparent de façon indépendante et aléatoire, et donnent des gamètes différents, parentaux et recombinés, de proportions égales. Cette troisième loi n'est pas applicable dans le cas de gènes liés. Deuxièmement, écrire correctement le génotype d'un organisme pour les caractères envisagés. L'étude des génotypes implique l'utilisation d'un symbolisme. S'il ne vous est pas imposé par le sujet, vous devez indiquer clairement celui que vous utilisez. Le symbolisme le plus immédiat consiste à prendre les initiales du caractère envisagé et à utiliser une majuscule pour l'allèle dominant et une minuscule pour l'allèle récessif. Cas de transmission d'un seul gène, c'est-à-dire le cas du monohybridisme, est porté par un autosome. L'écriture des génotypes implique l'utilisation d'un symbolisme. S'il ne vous est pas imposé par le sujet, vous devez indiquer clairement celui que vous allez utiliser. Le symbolisme le plus immédiat consiste à prendre les initiales du caractère envisagé et à utiliser une majuscule pour l'allèle dominant et minuscule pour l'allèle récessif. Si l'individu est de race pure, on va mettre petit b au grand G. S'il est hybride, grand G, petit b, bien sûr, entre 2 slash qui représentent bien sûr les chromosomes. Un autre symbolisme est souvent utilisé en particulier lorsque des phénotypes dits sauvages est beaucoup plus commun dans la population. On prend une seule initiale, celle correspondant au phénotype rare ou muté, exemple vestigial pour les ailes, et on ajoute le signe plus. Pour l'allèle sauvage, si l'allèle muté est récessif, on utilise une minuscule, s'il est dominant, une majuscule. Par exemple, race pure, VG+, récessif, petit vg. Et alors que l'hybride, il sera VG+, VG. L'avantage de ce symbolisme réside dans le fait que les allèles d'un gène sont désignés par la même lettre. Maintenant, on va voir porté par un chromosome sexuel, dans le cas de transmission de gènes liés au sexe. Les chromosomes sexuels portent un certain nombre de gènes et la particularité de cette transmission réside dans le fait que les chromosomes X et Y ne sont que partiellement homologues. Certains gènes se localisent seulement sur X. Pour les gènes propres au chromosome X et les gènes propres au chromosome Y, le mâle est nécessairement de lignée pure car ces cellules ne possèdent qu'un seul allèle du caractère. Pour traduire l'hérédité liée au sexe, on utilise les lettres X et Y pour écrire le génotype femelle XX et le mâle XY. Par exemple, une drosophile mâle aux yeux rouges, et on sait que le rouge est dominant, de race pure, donc on va écrire XR, c'est-à-dire X, les chromosomes XY, chromosomes sexuels, et R, c'est le symbole des yeux rouges. Alors que pour la femelle, elle peut être XB, ça veut dire qu'elle a les yeux blancs, ou elle peut être hétérozygote, donc elle va avoir X grand R, X petit b. Pour le dihybridisme, dans le cas de gènes indépendants, où les 2 gènes sont portés par 2 chromosomes différents. Si chaque gène est porté par un autosome différent, les génotypes s'écrivent race pure, grand A, grand B, ou petit a, petit b, séparément.
Et les hybrides, bien sûr, grand A, petit a, grand B, petit b. Ça, c'est un double hétérozygote. Il peut être grand A, grand B, petit b, c'est-à-dire hétérozygote pour un seul gène. Si l'un des gènes est porté par un autosome et l'autre par un gonosome, c'est-à-dire un chromosome sexuel, les génotypes s'écrivent race pure, grand A, XB, petit a, XBY pour le mâle. Et les hybrides, grand A, X grand B, X petit b, ou grand A, petit a, X grand B, petit y pour le mâle. Dans le cas de gènes liés, où les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes, elle peut être bien sûr soit autosomale, soit gonosomale. Et voilà donc les écritures pour les deux cas. Si les deux gènes sont portés par un autosome, les génotypes s'écrivent de cette façon-là. Grand AB, c'est-à-dire tous les deux sont portés par le même chromosome, non pas comme ça, séparément. Par contre, s'il était porté par un chromosome sexuel, donc grand AB, X grand AB, X grand AB. Si c'était un mâle, X petit a, petit b et Y. L'écriture du génotype doit d'abord refléter que deux allèles de chaque gène existent dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, une bonne écriture du génotype facilite, bien sûr, la véracité de l'exercice. On va voir maintenant le troisième cas. Déterminer correctement le mode de transmission. Alors, lorsqu'on parle de mode de transmission, c'est déterminer s'il y a dominance ou récessivité ou codominance. Et cela, bien sûr, pour le monohybridisme et le dihybridisme. Si on va pour le monohybridisme. Donc, dans le cas de monohybridisme, vous avez ici le type de croisement, le résultat et ce qu'on peut déduire. Le type de croisement, il y en a 4. P1 fois P2, bien sûr de race pure. P1 fois P2, mais c'est un croisement réciproque, c'est-à-dire l'inverse de celui-là. F1 fois F1, c'est-à-dire croisement entre les hybrides. Ou ce qu'on appelle le test cross, un individu testé avec un récessif. Et on va voir pour chaque cas, pour chaque croisement, les résultats qu'on peut obtenir, et on va déduire pour chaque cas notre déduction. Donc, pour le premier croisement, P1 et P2 sont différents par un seul caractère, puisqu'on parle de monohybridisme, et ils sont de race pure. Donc, comme résultat, ce qu'on peut avoir, une génération F1, qui est 100% homogène. Et elles ont un phénotype parental, par exemple noir. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Les parents P1 et P2 sont de race pure, et la première loi de Mendel est applicable, ou elle est vérifiée, et il y a une dominance absolue d'un allèle sur l'autre. Et bien sûr, c'est le noir qui domine le blanc. Deuxième cas, la génération F1 est toujours homogène, mais avec un nouveau phénotype intermédiaire. Dans ce cas, P1 et P2 sont de race pure, la première loi de Mendel est applicable, et on dit qu'il y a une codominance entre les allèles, et on note grand N, grand B. Les deux sont dominants, donc les deux vont prendre une lettre majuscule. Par contre, le troisième cas, les parents sont de race pure, et on a une génération qui est hétérogène. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les mâles, ils sont blancs comme leur mère, et les femelles sont noires comme leur père. Donc ça, la première loi de Mendel n'est pas applicable, et qu'il y a une dominance absolue. Si on va pour les femelles, donc elles sont noires, et le noir c'est l'allèle dominant. Dominance absolue d'un allèle sur l'autre, c'est le noir qui domine le blanc, et que le gène responsable est porté par un chromosome sexuel, et on dit que le gène est lié au sexe. Donc voilà les trois cas qu'on peut apprendre lorsqu'on a le premier croisement entre P1 et P2 de race pure. Maintenant, on vous donne dans l'exercice un croisement réciproque. Et on a eu ces résultats. Hétérogènes, les mâles sont noirs, les femelles sont blancs. Les mâles ressemblent à leur mère, voilà la femelle noire, et les femelles ressemblent à leur père. Donc toujours, c'est que la loi de Mendel n'est pas applicable et qu'il y a les dominances absolues d'un allèle sur l'autre, N domine B, le gène responsable est porté par un chromosome sexuel X, gène lié au sexe. Pour le troisième cas, F1 fois F1, c'est-à-dire croisement entre hybrides.
Si la génération F2 obtenue est hétérogène avec deux phénotypes de proportion 3 quarts 1 quart, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a dominance absolue d'un allèle sur l'autre, grand A domine petit a. Et grand A, bien sûr, va avoir la proportion 3 quarts et petit a la proportion 1 quart. Si la génération F2 est hétérogène avec trois phénotypes de proportion 1 quart, 1 demi, 1 quart, ou 1, 2, 1, on peut dire qu'il y a une codominance et que les deux allèles sont dominants grand A, grand B, grand B. Si en F2, la génération obtenue est hétérogène, mais avec deux phénotypes et de proportion 1 tiers, 2 tiers. Dans ce cas, on dit qu'il y a dominance absolue d'un allèle sur l'autre et présence d'un gène létal. Alors que dans le cas de test-cross, croisement test-cross, si on obtient une génération qui est homogène à phénotype dominant, donc l'individu testé est homozygote, c'est-à-dire de race pure. Si on obtient une génération hétérozygote avec 50%, c'est-à-dire un demi de phénotype dominant et un demi de phénotype récessif, on peut dire que l'individu testé est hétérozygote, qu'il est de race hybride. Donc, pour résoudre un problème de génétique, il faut toujours déterminer le type de croisement, voir les résultats obtenus et déduire. Donc, vous devez apprendre les données de ce tableau. Dans le cas du dihybridisme, même chose. On va voir le type de croisement, les résultats et ce qu'on peut déduire. Or, le cas du dihybridisme, c'est le croisement entre deux races différentes en deux caractères héréditaires. Dans ce cas, on peut distinguer deux cas possibles pour les deux gènes responsables. Soit ils sont indépendants, c'est-à-dire non liés, mais portés par deux couples de chromosomes différents. Ils peuvent être autosomaux ou un autosomal et autre qui est gonosomal. Ou bien sûr, ils peuvent être des gènes dépendants, c'est-à-dire liés, ils sont portés par un même couple de chromosomes, qui peut être soit autosomal, soit bien sûr gonosomal. Donc les types de croisement, il y en a toujours 4. Les parents P1 fois P2 qui se diffèrent par, bien sûr, les caractères étudiés, mais ils sont de race pure. Les femelles, ce qu'on appelle le croisement réciproque. Les F1 fois F1, c'est le croisement entre hybrides. Et ce qu'on appelle bien sûr le test cross. Pour le premier cas, le croisement P1 fois P2. Si la génération F1 est homogène et ils ont un phénotype d'un des parents, phénotype parental, il peut être bien sûr noir, long, blanc, petit, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que P1 et P2 sont de race pure, que la première loi de Mendel est applicable et qu'il y a une dominance d'un allèle sur l'autre pour chaque gène. Et on les note. Grand N, par exemple, domine petit b et grand G domine petit p. Noir domine blanc, grand domine petit. Si, à la génération F1, la génération est homogène, mais avec de nouveaux phénotypes intermédiaires, gris ou gris tacheté de noir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que P1 et P2 sont de race pure, la première loi de Mendel est toujours applicable, et qu'il y a une codominance entre les allèles étudiés. Grand N est égal à B, ou grand G est égal à P, ou bien sûr seulement un qui est codominant, l'autre il est dominant, ça dépend des cas. Si la génération F1 obtenue, malgré que les parents sont de race pure, a ou présente une génération hétérogènes, les mâles qui ont le phénotype maternel et les femelles ont le phénotype paternel. Donc ça prouve que on a une relation ou on a une liaison avec le chromosome sexuel. Donc dominance absolue d'un allèle sur l'autre, grand N sur B et G sur P. Les gènes responsables sont portés par un chromosome sexuel X, donc ils sont liés au chromosome X. Donc toujours dans ce cas de dihybridisme, pour mieux le réaliser, il faut étudier chaque gène séparément de l'autre, comme si on étudie deux fois le monohybridisme. Pour le croisement réciproque, si on a les résultats qui sont différents du premier cas, et que les femelles ou les mâles ressemblent à leur mère et les femelles ressemblent à leur père, donc toujours c'est la même conclusion, c'est que on a des gènes qui sont liés au sexe.
Alors, pour le cas de croisement F1 fois F1, c'est-à-dire croisement entre hybrides, on va avoir des générations F2 qui sont bien sûr toutes hétérogènes, mais avec des proportions différentes et des phénotypes, un nombre de phénotypes différents. Si on obtient une génération hétérogène avec 4 phénotypes de proportion 9, 3, 3, 1, on peut dire que les gènes étudiés sont indépendants, sont portés par 2 chromosomes autosomaux différents avec dominance absolue des allèles. Si la génération obtenue présente aussi 4 phénotypes mais de proportions différentes de 9, 3, 3, 1, on dit que les gènes sont liés et sont portés par le même chromosome, c'est-à-dire un chromosome autosomal avec dominance des allèles et qu'il y a liaison relative, présence d'un crossing over. Si la génération F2 hétérogène avec 2 phénotypes seulement, de proportion 3 quarts, 1 quart, on peut dire que les gènes sont liés, portés par la même paire de chromosomes autosomales, gènes liés, portés par la même paire de chromosomes autosomales avec dominance des allèles, mais qu'il y a une liaison absolue, c'est-à-dire absence de crossing over. Les phénomènes parentaux et recombinés ne sont pas de même proportion. Les phénotypes parentaux présentent 3 quarts, phénotypes recombinés présentent seulement 1 quart. Si la génération F2 hétérogène avec 6 phénotypes de proportion 3, 16, 3, 6, 3, 1, 2, 1, on peut dire qu'il y a des gènes indépendants portés par 2 chromosomes autosomaux différents avec dominance pour un gène et codominance pour l'autre. Si F2 hétérogène avec 9 phénotypes de proportion 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 9 phénotypes de cette proportion-là, on peut dire qu'on a des gènes indépendants et qu'il y a codominance entre les allèles pour les 2 gènes. Remarquez ici, si on obtient des valeurs qui sont différentes de cela, donc nos gènes ne sont pas indépendants, mais ils sont liés. Si en F2, on obtient une génération composée de 4 phénotypes, mais de proportion 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. Mais regardez ici le dénominateur. Là, on a 16, là, on a 2. Donc, il y a 4 qui sont absents. On peut supposer qu'ils sont morts. Et là, on peut dire qu'il y a 2 gènes qui sont indépendants avec présence d'un gène létal. De même ici, remarquez, 9, 9, 9, 9. 7 cas sont morts. Donc, on a ici les gènes qui sont indépendants, mais avec les 2 gènes qui sont létaux. Pour le test cross, si on a 4 phénotypes de proportion 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, c'est-à-dire que les phénotypes parentaux sont égaux aux phénotypes recombinés, on peut dire que nos gènes sont indépendants et sont portés par des chromosomes autosomaux bien sûr, avec dominance absolue des allèles. Si on obtient 4 phénotypes de proportions différentes de 1 quart, 1 quart, 1 quart, avec les phénotypes parentaux ont une proportion qui est supérieure au phénotype recombiné, on peut dire que nos gènes sont liés et qu'il y a une liaison relative avec présence de crossing over. Si on a seulement 2 phénotypes avec des proportions égales, donc on peut dire que nos gènes sont liés et qu'il n'y a pas de crossing over, donc il y a ce qu'on appelle une liaison absolue. Là aussi, ce tableau doit être appris pour pouvoir résoudre les problèmes de génétique. Si on compare les gènes indépendants et des gènes liés, les gènes indépendants, tous les gènes qui sont sur les autres chromosomes par rapport aux gènes d'un chromosome donné sont indépendants. Par exemple, celui-là, il est indépendant à celui-là, indépendant à celui-là. Par contre, ces 3-là, qui sont portés par le même chromosome, sont des gènes qui sont liés. Tous les gènes qui sont sur un même chromosome sont liés. Les gènes indépendants se retrouvent en proportion égale dans les gamètes. C'est-à-dire lorsqu'il y a formation de gamètes, lorsqu'il y a séparation des allèles, lorsqu'il y a ségrégation des allèles, d'après la 3e loi de Mendel, donc on va avoir des gamètes qui vont avoir un exemple de chaque gène, donc grand A avec grand B, grand A avec petit b avec grand B et petit a avec petit b, mais de proportion égale. C'est pourquoi on va obtenir 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Par contre, dans le cas de gènes liés, qu'il y ait ségrégation des allèles, c'est-à-dire qu'il y ait un échange
des allèles. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un crossing over. Et lorsque le crossing over est présent, on dit que les gènes sont liés. Ils sont portés par le même chromosome. Et c'est pourquoi, bien sûr, on va avoir les gènes parentaux en grande proportion et les gènes recombinés en petite proportion. Voilà des exemples. Ici, un mâle avec un corps ébène et ailes vestigiales. Là, la femelle et le corps gris et ailes longues. On obtient une génération, tous ont des corps gris et ailes longues. Donc on peut dire que les parents sont de race pure et ceux-là, ce sont des hybrides. Lorsqu'on fait un croisement test, c'est-à-dire un individu de cette génération F1 avec un individu qui a les phénotypes récessifs, on va obtenir 260, 263, 258, 257. On voit que ces valeurs sont plus ou moins proches. Donc ça nous rappelle un quart, un quart, un quart, un quart. Donc on peut dire que les gènes sont indépendants, sont portés par des chromosomes qui sont différents. Par contre ici, on a la même chose, remarquez ici. Donc un père, enfin une femelle et un mâle, ils vont donner une génération qui est homogène. Si on fait le test cross, on obtient 1327, 1361, 270 et 275. Donc on a ici des valeurs qui sont plus ou moins supérieures à cela. Donc on peut dire que dans ce cas-là, nos gènes sont liés. Et voilà l'explication chromosomique. La femelle va donner deux types de gamètes. Le mâle aussi va donner deux types de gamètes parce qu'il est hétérozygote la femelle. Par contre, le mâle, il a deux chromosomes qui sont différents, X, Y. Donc, il va donner un X et un Y. Donc, la rencontre des gamètes va donner une génération féminine et masculine, tous qui ont le même caractère du parent qui a les phénotypes dominants. Et lorsqu'on fait ce qu'on appelle le test cross, voilà ce qu'on a obtenu. Donc, des valeurs qui sont plus ou moins différentes, les parentaux sont supérieurs par rapport aux recombinés. Par contre, dans le cas de l'indépendant, on obtient bien sûr des parents sont égaux aux recombinés. Donc voilà un petit tableau que vous devez faire vous-même lorsqu'on vous donne un exercice. Vous allez étudier chaque caractère séparément de l'autre. Dans le cas du monohybridisme, par exemple, si on a un allèle dominant et l'autre récessif, on a deux phénotypes dans les proportions 3-1. Si on a la codominance, on va avoir trois phénotypes dans la proportion 1-2-1, c'est-à-dire un quart, un demi, un quart. Si on a ici un gel ou un allèle létal, on va avoir toujours deux phénotypes, mais de proportion 1 tiers, 2 tiers, donc 1-2. Dans le cas du dihybridisme, on va étudier chaque caractère séparément. Si on a une dominance de l'un et une dominance de l'autre, on va avoir ici 4 phénotypes, proportion 9-3-3-1. Donc nos gènes sont indépendants. Si les proportions obtenues sont différentes de ces valeurs-là, bien sûr, on a les gènes qui sont liés. Si on a un gène dominance, dans un gène il y a dominance, dans l'autre il y a codominance. On va avoir 6 phénotypes dans les proportions 3-6-3, 1-2-1. Si on a dominance pour l'un, létal pour l'autre, on va avoir 3-1-6-2 comme phénotype. Si on a une codominance, on va avoir 9 phénotypes dans les proportions 9-2-1, 2-4-2, 1-2-1, si nos gènes sont indépendants. Par contre, s'ils étaient liés, ce serait différent de ces valeurs-là. Si on a une codominance avec un gène létal, on va avoir seulement 6 phénotypes de proportion 1-2-1, 2-4-2. Et si les deux gènes sont létaux, on va avoir seulement 4 phénotypes dans les proportions 4-2-2-1. Donc c'est un tableau à apprendre. Quatrièmement, évaluer relativement la distance entre les deux gènes liés sur un même chromosome. Donc on peut déterminer la distance entre les gènes seulement dans le cas de gènes qui sont liés. Et cette distance peut être évaluée relativement à part du taux de combinaison des individus ou des phénotypes recombinés. L'unité de distance utilisée est le centimorgan, correspondant à 1% de recombinaison. Et la distance qu'on formule, et là, c'est le pourcentage des recombinés. Comme exemple, remarquez ici,
On a les parentaux à peu près 83%, et là les recombinés à peu près 17%. 8,5%, 8,5%, le total c'est 17%. Donc, la distance c'est 17%. Et puisque 1% est égal à 1 centimètre, donc la distance c'est 17 centimètres. On passe aux exercices. Et on commence par un QCM. QCM. Voilà. Vous avez ici un QCM. On vous demande pour chacun des items suivants, indique là où les propositions correctes. Donc vous avez ici la méiose et 4 propositions. La première division et 4 propositions. Donc vous devez lire et choisir la bonne réponse. Donc prenez votre temps, arrêtez la vidéo et essayez de chercher les réponses justes. Voilà donc les réponses. Si on passe à la deuxième partie du QCM. Comme tout à l'heure, vous avez ici des questions et des propositions comme réponse. Arrêtez la vidéo et essayez de répondre tranquillement à ces questions d'après vos connaissances. Donc voilà les réponses. J'espère que vos réponses soient justes. Ici, on vous présente une méthode pour résoudre les exercices d'application. Dans un cas de croisement ordinaire, après avoir lu et assimilé l'énoncé, vous pouvez suivre la démarche suivante. Vérifiez si c'est un cas de monohybridisme ou d'hybridisme ou étude d'un caractère au plus. Calculez les proportions des phénotypes obtenus par le croisement si cela n'est pas fait. Procédez à une analyse des résultats des croisements en adoptant un raisonnement rigoureux. Déterminez les cas de dominance ou de codominance. Choisir en se justifiant les allèles et leurs symboles. Vérifier si les proportions des phénotypes sont significatives, comme on avait dans les tableaux précédents. Si tel est le cas, tirez toutes les conclusions qui s'imposent. Gènes autosomiques, gènes liés au sexe, gènes indépendants, gènes liés, etc. Déterminer à partir des génotypes les différents types de gamètes produits par les individus en précisant leurs proportions respectives. Si les individus sont homozygotes, ils vont donner seulement un seul type de gamètes. Si ils sont hétérozygotes, ils vont donner bien sûr 2 dans le cas du monohybridisme et 4 dans le cas du hybridisme. Construire au besoin, si on vous le demande ou pas, un échiquier de croisement pour rendre compte des probabilités de rencontre des gamètes, faire le bilan des résultats du croisement. Confronter ces résultats avec ceux de l'énoncé, comparer les proportions théoriques aux proportions expérimentaux, vérifier la conformité de ces résultats avec ceux obtenus expérimentalement et conclure. Donc, pour appliquer toute cette démarche, il faut bien sûr faire des exercices d'application. Et en voilà des exemples. Je vous présente 10 exercices. Là, il y en a 7. La page suivante va y avoir 3. Donc, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que vous devez être capable de résoudre ce genre de problème en appliquant tout ce qu'on a vu dans notre cours. Donc, c'est possible, arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions. Bien sûr, il n'y a pas de résolution. Je vous laisse à vous-même de résoudre ces problèmes. S'il y a des questions, il y a la page de commentaires. Vous n'avez qu'à écrire. Je vais vous aider un peu pour certains exercices. Par exemple, on croise un couple de chiens mexicains sans poils. On obtient 2 tiers de chiots nus et 1 tiers de chiots poilus. D'après cette phrase, on étudie seulement un seul caractère, c'est la présence ou l'absence de poils. Donc, c'est un cas de monohybridisme.
Donc, puisque ici, on a les chiens qu'on a croisés sont de même phénotype, donc on peut dire que il s'agit de F1 fois F1 et qu'ils sont des hybrides. Et puisqu'on obtient deux phénotypes dans la proportion 1-2, c'est-à-dire 1 tiers, 2 tiers, donc on peut supposer qu'il y a un gène létal et on vérifie d'après ces données-là. Je vais voir un peu avec vous celui-là. La drosophile, organisme diploïde, c'est une petite mouche qui présente une grande diversité de phénotypes. Le premier croisement, on croise des drosophiles de lignée pure, un mâle à abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax portant du soie. Quel que soit le sens des croisements, toutes les drosophiles obtenues en première génération ont l'abdomen uni et le thorax portant du soie. Donc, d'après ce texte, on étudie deux caractères. Donc, c'est un cas de dihybridisme. On a ici un croisement entre femelle et mâle. Ça veut dire pas qu'on a une relation avec le sexe. Parce que on vous donne ici que, quel que soit le sens du croisement, c'est-à-dire croisement réciproque ou croisement normal, toutes les drosophiles de la génération qu'on va avoir, elles ont l'abdomen uni et le thorax portant des soies, c'est-à-dire un phénotype de l'un des parents. Donc ces caractères qui se sont apparus ou qui sont apparus sont les dominants sur l'autre qui ne sont pas bien sûr apparus. Le deuxième croisement, on croise une femelle obtenue en F1 avec un mâle à abdomen rayé et au thorax sans soie. Donc là, ce sont les caractères récessifs. Par contre, la femelle à caractère dominant, elle est hétérozygote. Et on obtient 4 phénotypes. Or, on a 2 phénotypes qui sont dominants que 2 autres qui sont minimes. On a une proportion qui est majoritaire et une proportion qui est minoritaire. Donc, ça laisse supposer qu'on a des gènes qui sont liés et portés bien sûr par un chromosome autosomal. Donc, la suite, c'est très facile à faire. Donc, c'est comme ça que vous devez analyser ou trouver ou résoudre les exercices, lire d'abord, réfléchir, appliquer tous les données qu'on a appris dans les tableaux précédents et essayer de trouver des solutions. Voilà donc les deux autres exercices, 9 et 10. Donc, comme vous le constatez ici, par exemple, on a toujours des valeurs qui sont majoritaires, d'autres qui sont minoritaires, donc on peut supposer que les gènes sont liés. Remarquez ici, on a A, on a AB, on a BC et on a AC. Donc là, c'est un cas de 3 caractères, transmission de 3 caractères. Donc on vous demande de réaliser ou de dresser la carte chromosomique. Donc vous devez chercher la différence ou la distance entre les deux gènes dans ce cas-là, puis dans ce cas, puis dans ce cas, et essayer de réaliser ce qu'on appelle la carte chromosomique ou la carte factorielle. Donc faites ces exercices. Si vous avez des problèmes ou des questions, vous n'avez qu'à écrire dans le commentaire. Allez, à la prochaine vidéo concernant la génétique humaine.